on va avoir des nouvelles possibilités, de nouvelles capacités, et ça va créer de nouveaux métiers, ça va créer de nouvelles opportunités qu'il va falloir saisir. Bonjour Michel Lévy-Provençal. Bonjour Jérôme. Cofondateur de Brightness, une agence conseil française. Vous êtes prospectiviste, vous vous intéressez beaucoup à évidemment toutes les tendances du numérique que vous suivez depuis de longues années, et vous êtes notamment organisateur des conférences TEDx en français que vous avez importées des États-Unis. Selon vous, est-ce que les IA génératives dont on parle tant, c'est un effet de mode ou c'est une véritable rupture ? Je pense clairement qu'on est rentré dans une période de rupture grâce notamment à ces technologies. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je suis l'évolution de ces technologies en matière d'IA générative. On a commencé avec le texte, avec les toutes premières versions d'OpenAI, avec GPT-2 et ensuite GPT-3. Et puis, ils sont arrivés assez rapidement sur le marché, d'abord en version bêta et puis ensuite en version publique, les DALL-E, les Midjourney que vous citiez, et qui nous donnent une possibilité assez extraordinaire d'accélération en fait de création de contenu, tout type de contenu. On commençait par le texte, on a parlé d'images, demain ça va être la vidéo, et après-demain les univers 3D qui pourront même devenir des univers interactifs potentiellement générés à la volée par ces IA génératifs qui s'appuient aussi sur l'évolution exponentielle de la puissance informatique, et donc va nous permettre d'aller de plus en plus vite et d'aller de plus en plus loin. Vous voyez des applications dans quel secteur ? Parce que, alors c'est vrai qu'en ce moment, tout le monde teste, s'amuse. Certains commencent peut-être à essayer d'exploiter ça de manière un peu plus professionnelle, mais on voit aussi les faiblesses, notamment de ChatGPT, qui parfois peut raconter de grosses bêtises. Donc, selon vous, quels sont les vrais domaines d'application aujourd'hui ? Je vais vous parler de choses concrètes parce que en 1 an où j'ai pu expérimenter, nous avons pu expérimenter au sein de Brightness, mon entreprise, ces outils. On a commencé à travailler notamment sur la rédaction de contenu. J'ai mené personnellement une expérimentation autour de la capacité de ces IA à écrire typiquement des nouvelles ou même progressivement des romans, puisque j'ai initié l'écriture d'une série fictionnelle qui s'appelle Nusantara, qui est disponible en ligne sur mon site web mikan.com/Nusantara. Et en fait cette série a démarré sur une idée très simple, c'est d'imaginer à quoi pourraient ressembler différentes versions du futur. Parce que je suis prospectiviste, donc je m'intéresse beaucoup à ces sujets-là, et à un moment donné dans le roman que je commençais à écrire, j'ai imaginé qu'on aurait une intelligence artificielle qui serait capable d'imaginer elle-même les différents futurs possibles et nous plonger dans ces futurs possibles, notamment au travers de la VR et de la réalité augmentée. Et au fur et à mesure que j'avançais dans le roman, j'ai vu arriver ces technologies qui, en réalité, devenaient une réalité par rapport à ce que j'écrivais dans le roman. Et donc, j'ai commencé à utiliser ces technologies pour essayer d'écrire ce roman. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai commencé à écrire quelques grands points narratifs. Je les ai injectés dans l'IA. L'IA m'a répondu en développant certains dialogues, par exemple, ou certaines descriptions. Et puis, en faisant cet aller-retour, ce dialogue avec l'IA, j'ai construit une première série. Donc, il y a 3 épisodes qui sont en ligne, qui sont coécrits quasiment à 50% par l'IA. Donc, premier cas d'usage, très simple, qui est l'écriture de fiction. Et on peut aujourd'hui programmer ces IA. Alors, c'est le cas avec ChatGPT, mais c'est le cas aussi avec ce qui sous-tend ChatGPT, c'est-à-dire l'infrastructure GPT 3.5 qui est proposée par OpenAI. On peut lui demander de construire des scénarios avec une certaine structure, avec une bible de personnages, avec une intrigue, avec un dénouement. Et ça marche très bien, à tel point que à la fin de cette première saison, j'ai publié un outil qui est disponible en ligne, qui permet au lecteur, à partir d'une simple phrase, de générer grâce à l'IA un scénario, donc un synopsis de scénario qui fait à peu près une page. Vous pouvez l'essayer, c'est assez troublant.
On va aller voir ça. C'est étonnant. Bon, alors, là, voilà, premier secteur impacté, les romanciers. Oui. ChatGPT, c'est le futur Guillaume Musso. Et, Je sais qu'il y a certains petits malins qui se sont amusés à demander à ChatGPT d'écrire un bout de texte à la façon de Marc Lévy. Et c'est très ouais. drôle parce que le style est assez simple de Marc Lévy, on le retrouve dans ChatGPT. Donc oui, les romanciers, les créateurs de séries, de scénarios utilisent en fait ces outils depuis quelque temps déjà pour les aider dans l'écriture. Ouais. Bon, il y en a qui ont trouvé également l'utilisation qu'on pouvait faire de ChatGPT. Ce sont les lycéens, les étudiants, parce que ça y est, c'est d'ailleurs l'un des premiers secteurs auxquels on a pensé en se disant mais attention, c'est la fin des devoirs à la maison finalement. Et bon, il y a eu plusieurs cas aux États-Unis, en France, où des professeurs ont découvert qu'en fait les devoirs avaient été conçus sur ChatGPT. Là, on est quand même face à un problème, on va dire. Oui, on est à la fois face à un problème, mais potentiellement aussi face à des solutions. On est dans une époque de crise cognitive massive. On va pas revenir dessus, on parle beaucoup des réseaux sociaux, de l'impact des réseaux sociaux sur nos capacités cognitives, ou même du numérique en général. L'IA générative peut être utilisée pour faciliter effectivement la tâche des lycéens ou même en études supérieures pour en fait tricher tout simplement, faire ses devoirs. Mais en même temps, on peut regarder l'outil comme une aide. Je vais expliquer comment. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on explore toujours au sein de Brightness sur la capacité de ces outils à créer des systèmes éducatifs, cette fois-ci pour l'entreprise, des systèmes de formation, qui vont éviter la fameuse hallucination qu'on connaît de ChatGPT. Vous savez que ChatGPT, vous posez une question, il y a de grandes chances parfois qu'il vous réponde des bêtises. En fait, il hallucine tout simplement. C'est la manière même de construire une réponse qui fait que ces hallucinations sont générées. La particularité des outils qu'on peut développer est que on ne se base plus sur le corpus de données de ChatGPT, mais on va chercher des données qui sont propres à un domaine particulier, un domaine d'expertise, et on va entraîner l'IA pour aller répondre dans ce domaine d'expertise. Et c'est ce qu'on fait typiquement quand on veut former des professionnels sur tel ou tel sujet. On injecte des données, des contenus, des livres, des méthodologies dans l'IA, de sorte que l'IA ne délire pas, elle n'hallucine pas, mais qu'elle aille chercher spécifiquement dans ce corpus de données pour pouvoir répondre. Alors ça peut être sous la forme de cours, ça peut être sous la forme de questionnement, parce que quand on forme, le questionnement est très important aussi, de tests, ou ça peut être sous forme de dialogue. On peut imaginer par exemple des outils qui nous permettraient de dialoguer avec l'IA comme si on dialoguait avec le clone d'un expert, parce qu'on a récupéré tout le corpus de connaissances de cet expert et qu'on l'a injecté dans la machine. Et là, il y a une formidable opportunité pour les acteurs de l'éducation, non pas d'utiliser ChatGPT, qui hallucine beaucoup, mais d'utiliser les mêmes technologies, cette fois-ci sur un corpus d'informations, de données, de contenu qui est filtré, qui est entraîné, où on entraîne l'IA pour pouvoir répondre à ses objectifs éducatifs. Et là, cette fois-ci, on a une capacité assez extraordinaire parce que l'IA peut se répéter ad vitam, ce qui n'est pas le cas d'un prof. L'IA peut s'adapter au rythme d'apprentissage d'un élève ou d'un apprenant. Et l'IA peut être disponible à n'importe quel moment quand on en a envie. Donc là, il y a un vrai potentiel au-delà de toute la polémique qu'on a sur les tricheries des jeunes petits malins qui font faire leurs devoirs par ChatGPT. Ouais, ça dit on peut pas leur en vouloir de tenter le coup. Donc ce que vous dites là, c'est que plutôt que d'interdire, comme ça a été fait par exemple dans les écoles à New York, il va falloir, enfin la seule solution, ça va être d'appréhender et d'accepter déjà, et puis d'appréhender et d'exploiter cet outil dans l'enseignement, dans l'éducation. Oui, après vous savez, c'est un mouvement anthropologique. À chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, on en voit d'abord les dangers, Ouais. et ensuite progressivement on l'adopte, et on en trouve l'intérêt. Alors je dis pas qu'il n'y a aucun danger, bien au contraire, ou aucun risque, bien au contraire. Je dis simplement que
on va avoir des nouvelles possibilités, de nouvelles capacités, et ça va créer de nouveaux métiers, ça va créer de nouvelles opportunités qu'il va falloir saisir. Ça va peut-être même changer la manière dont on crée, dont on apprend, et c'est possiblement une bonne chose. En tout cas, c'est exaltant. Je trouve qu'on vit une période assez formidable. Michel Lévy-Provençal, en plus on voit qu'on est qu'au début de l'histoire, parce que là on parle de ChatGPT, ou c'est peut-être ce qui est basé sur GPT-3 ou GPT 3.5, je crois. Ouais, c'est ça. On sait que GPT-4 arrive, enfin GPT-4 arrive. Il y a des concurrents aussi. Google a annoncé pour cette année un chatbot comparable. Ça va exploser ces IA génératives, et notamment en ce qui concerne le texte. Oui, pour vous donner quelques ordres de grandeur, aujourd'hui, GPT-3, c'est 175 milliards de paramètres. On va dire que si on devait faire un parallèle avec notre cerveau, alors c'est un parallèle très rapide, un peu caricatural, mais c'est 175 milliards de connexions dans ce cerveau artificiel. GPT-4, c'est 100 000 milliards de paramètres. D'accord, donc on gagne un facteur assez conséquent. Ça veut dire quoi ? Ça joue sur quoi en fait, ça ? En fait, ça joue sur le fait que on a d'abord entraîné beaucoup plus on va entraîner beaucoup plus l'intelligence artificielle, pour passer de GPT 3.5 à GPT 4, et ça va donner des capacités qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu. D'ailleurs, le patron de OpenAI, Sam Altman, nous dit, attention, on ne sait pas exactement, quand GPT-4 va être disponible, et deux, peut-être que vous allez être déçus. Donc, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre avec cette nouvelle version. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand on est passé de GPT-2 à GPT-3, on a fait un bond monumental en termes de capacité de dialogue avec la machine. Pour avoir testé les premières versions, et on peut d'ailleurs encore les tester au travers de l'API d'OpenAI, on voit les différences entre GPT-2 et GPT-3. Le dialogue était vraiment basique. Avec GPT-2, il y avait beaucoup d'erreurs. Avec GPT-3, on a fait un bond en avant. Et alors avec GPT 3.5, c'est ce qui a fait d'ailleurs le lancement de ChatGPT. On est passé d'un stade où on savait qu'on était en train de dialoguer avec une machine à un stade où on était vraiment bluffé, parce qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui d'avoir un être humain en face de soi. Alors, bien sûr, il fait des erreurs, mais quand même, la qualité du dialogue... C'est le test de Turing. Alors, le test de Turing, il est aujourd'hui, c'est d'ailleurs le grand débat. Est-ce qu'on va progressivement construire une IA dite générale qui va être capable, en réalité, de rivaliser avec l'intelligence humaine ? Certains prospectivistes, parmi les plus reconnus et décriés d'ailleurs, comme Ray Kurzweil, avaient annoncé l'arrivée de l'intelligence artificielle générale autour de 2029. Je ne sais pas si Kurzweil aura raison ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que on est en train de se rapprocher d'un point où, par agrégation ou fédération d'IA, vous imaginez par exemple l'IA de Google, Palm, qui aura certaines capacités. Vous allez imaginer GPT-4. Vous allez imaginer aussi l'usage de certaines IA qui sont capables de générer des images, de la vidéo, de la 3D en temps réel. Vous fédérez en les faisant dialoguer, en fait, ces IA qui sont spécialisées, et vous commencez à créer un ensemble qui peut commencer à prétendre à être général. La question qui suit, c'est, en gros, est-ce que ces IA vont être capables de simuler des choses qu'elles sont incapables aujourd'hui de simuler et qui sont propres à l'humain? Autrement dit, des émotions, de l'empathie, voire, et là on rentre dans les questions philosophiques, une conscience, au travers notamment de la connaissance de sa propre existence. C'est très complexe, c'est une question très complexe à répondre. Ce qui est possible, c'est que ces IA simuleront des émotions et simuleront une conscience. Quelle différence on fera entre une IA qui simulera
et une IA qui ressentira, ce sera très difficile aussi à identifier parce que on est incapable de faire la différence entre un être qui simule ou un être une entité qui simule ou une entité qui ressent. On ne sait pas ce qui se passe dans le cerveau d'un tiers ou dans une IA proprement parlée. Donc, on est en train de rentrer dans une période extrêmement floue, extrêmement disruptive, et ça va se passer dans la décennie qui vient. Ça va se passer entre maintenant et 2030. Comme vous le disiez, Microsoft devrait intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche Bing. Est-ce que ça veut dire que ce qui va beaucoup changer aussi, c'est la recherche web? Est-ce que l'IA, c'est le futur de la recherche sur Internet? C'est-à-dire que le Google de demain, ce sera ChatGPT? Il est possible que les interfaces d'accès à la recherche intègrent de la conversation. Autrement dit, qu'on a l'impression de dialoguer plutôt que de saisir. Vous savez, il y a une manière de saisir les requêtes optimales pour avoir une liste de liens. C'est beaucoup plus agréable d'avoir un dialogue avec de l'information qui nous est renvoyée par l'interface plutôt qu'une liste de liens. Mais ce que font certaines personnes d'ailleurs, qui s'ennuient pas, qui posent la question, je sais pas, à quel âge dois-je partir en retraite, ou des choses comme ça. Ils récupèrent une liste de liens. Au mieux. Ouais, bien sûr. Oui. Et donc oui, ChatGPT va probablement faire bouger les lignes. Google, moi, c'est une des 3 prédictions je me suis amusé à faire cette année, c'est que je pense que Google va sortir une version conversationnelle de son moteur de recherche. Et la force de Google, contrairement à OpenAI, c'est qu'ils ont un index majeur et qu'ils ont un business model. Donc ils peuvent, et qu'ils ont aussi déjà commencé à travailler sur le conversationnel. Je vous rappelle que les assistants vocaux intègrent du conversationnel. Alors c'est très basique, mais ils l'intègrent. Donc il est très possible effectivement que la prochaine étape pour Google, mais pas que Google, ce soit l'intégration de la conversation dans le moteur de recherche avec tout ce que ça suppose derrière. C'est-à-dire, évidemment, le business model autour de la publicité, de pousser certaines réponses, et puis la puissance de l'index Google et de l'écosystème Google, oui. Michel Lévy-Provençal, encore une question d'un point de vue un petit peu plus économique, on va dire. On retrouve les mêmes acteurs comme d'habitude. Alors, pas OpenAI qui était pas connu, mais qui soudain fait l'objet d'un intérêt énorme. Microsoft a investi, je crois, 10 milliards de dollars dans la société OpenAI. L'entreprise se retrouve évidemment avec une valorisation record. Mais donc, qui sont les acteurs de cette révolution que vous décrivez? Ils s'appellent Microsoft, ils s'appellent Google. Est-ce que, en tant qu'Européens, on va pas encore se prendre une grosse claque? On a un vrai sujet. D'abord, effectivement, les GAFAM sont tous sur le pont. Google n'a rien annoncé encore, mais ils ont évidemment beaucoup de choses dans les cartons. On en a parlé, notamment Palm. Ils l'ont pas sorti, mais ça devrait arriver. Ils ont annoncé un nouveau chatbot là, il y a pas très longtemps, qui pourrait sortir en 2023. Meta est très avancé aussi sur ces sujets-là. Oui. Microsoft est en train de prendre une position dominante. Ils vont intégrer ChatGPT dans Bing, ils vont intégrer les outils OpenAI dans le cloud Azure, ils vont intégrer aussi dans la suite Office ces outils-là. Les Français, on est dans une difficulté, comme toujours, et les Européens de manière générale, qui est que on va probablement utiliser ces briques d'infrastructure pour développer des applications, mais on va nourrir la bête. C'est-à-dire qu'on va pas avoir d'IA souveraine tant qu'on n'investira pas massivement pour construire en fait notre propre infrastructure. Alors on a des projets qui existent. Je pense au projet Bloom par exemple, qui est un projet qui est basé sur de l'open source, qui est basé sur une base GPT. Il y a une start-up française qui est très en avance, qui s'appelle Hugging Face, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là et qui est une pépite et qui mériterait d'être largement aidée pour nous permettre d'avoir cette IA souveraine, mais pour l'instant, clairement, on est en retard. Et puis, il y a certains acteurs, notamment en Afrique. Je sors de l'enregistrement d'un podcast avec la directrice de l'Institut d'IA marocaine, qui est leader en Afrique et qui a pour ambition de créer une IA africaine souveraine. Très intéressante parce qu'elle se positionne sur des sujets que les GAFA vont pas traiter. Par exemple, les dialectes
parler dans certaines régions. Comment est-ce qu'on va adresser des problématiques liées à l'isolement de certaines populations, à l'accès aux soins, à l'accès à l'écriture et à la lecture au travers d'une IA souveraine africaine. Et le Maroc a pris une avance assez conséquente sur ce sujet-là. Donc il faut espérer que en France et en Europe, on prenne conscience de l'enjeu et qu'on n'investisse pas seulement sur les startups, les applicatifs qui vont utiliser en fait les infrastructures des GAFAM et donc nourrir encore une fois la bête, mais d'être vraiment autonome et souverain avec notre propre infrastructure d'IA. Merci beaucoup, Michel Lévy-Provençal, cofondateur de Brightness, prospectiviste. Merci d'avoir tenté avec nous de démêler les fils de cette histoire qui est en train de s'écrire, qui commence à s'écrire, celle des IA génératives. Merci Jérôme.